Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc une map qui a légèrement corrigé ces dernières heures. On est encore pas trop mal, en tout cas sur le scénario que j'envisage pour le moment. Je vais vous en faire part dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et ça commence maintenant. On commence avec notre fameux Scalpex Index. On a un Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans le neutre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, nous étions presque à passer dans l'euphorie et là, on est en train de redescendre tranquillement. Effectivement, on a corrigé un petit peu suite au point que nous avons touché autour des 46 000 $. Donc, c'est normal que le sentiment de marché soit un peu plus faible en termes de Fear and Greed. On a un Social Index qui est retourné dans le neutre également et un Market Order Flow qui repasse dans le neutre. Il était en recherche d'achat, donc là on voit vraiment que la tendance est en train de se retourner sur du court terme. On a des gros murs vendeurs comme on peut le voir actuellement sur Bybit ou Coinbase qui sont beaucoup plus importants que les murs acheteurs. Donc, pour le moment, c'est sûr qu'on va continuer à chuter tant qu'ils ne vont pas être achetés. Très rapidement, YouTube qui vous montre tout simplement qu'il s'intéresse aux NFT. Il va permettre aux créateurs donc de vendre leurs vidéos sous forme de tokens non fungibles, donc de NFT. Évidemment, toutes les entreprises sont en train de se lancer. Je vous l'avais déjà dit que Ubisoft avait acheté des lands, Adidas également sur Sandbox. Là, c'est vraiment la hype totale. Tout le monde parle que de NFT, tout le monde veut en acheter, tout le monde veut jouer avec. Donc là, ça devient complètement débile. C'est vrai qu'on est vraiment sur une phase où toutes les entreprises se lancent dedans parce que c'est la mode. Maintenant, essayez de surfer la vague si vous le voulez. Vous pouvez essayer, mais essayez surtout de ne pas vous faire avoir parce que je vois des séries, des collections de NFT qui sont en train de se lancer partout. Tout le monde veut vendre son NFT parce qu'il pense que ça va être vendu à des millions de dollars. Mais ne vous faites pas avoir parce que vous allez l'acheter peut-être quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, mais vous ne le revendrez pas beaucoup plus cher. Voire peut-être même quelques dizaines de dollars quand cela ne vaudra plus rien parce que plus personne n'aura d'intérêt à acheter des dessins ou des trucs qui ressemblent à rien du tout. Une autre nouvelle super cool et très importante, c'est que Samsung a dévoilé un wallet numérique pour stocker des crypto-monnaies. On voit vraiment que les grosses institutions, les grosses entreprises comprennent le sens en quelque sorte de la blockchain et l'intérêt des crypto-monnaies. Même si les régulateurs des pays, etc. sont un peu plus frileux là-dessus, il y a un moment où on se lancera à plein temps, que ce soit dans les gouvernements, dans toutes les entreprises, on parlera de blockchain et de crypto-monnaie. Actuellement, on est en train de le réguler, ou en tout cas les régulateurs sont en train d'imposer des règles et ça va venir d'ici 2022 voire 2023. Je pense que nous aurons une bonne régulation qui va arriver. Il n'y aura pas une interdiction. Ça ne peut pas arriver puisque tout le monde, même Samsung, il est en train de prévoir un wallet. Donc si il prévoit de mettre un wallet, ce n'est pas pour le supprimer par la suite. Ils ont souvent de l'avance par rapport à nous, Google, YouTube, etc. Ces grosses entités donc qu'on nomme les GAFA. Et donc toutes ces entreprises ont un pas d'avance sur nous. Il est clair que si elles se lancent dedans comme elles le font actuellement, c'est sans doute qu'il y a quelque chose à avoir et notamment de l'argent à créer. Et donc, qui sont les pigeons? C'est nous, nous sommes les pigeons parce que nous pensons que la crypto va être arrêtée, va être régulée et va être interdit dans tous les plus gros pays. Bah non, la Russie est en train de l'accepter et presque comme devise nationale. En fait, pourquoi la Russie l'a accepté? C'est vrai que je déborde un petit peu, mais je vais vous expliquer un peu le contexte. C'est tout simplement que l'Europe ainsi que les États-Unis veulent interdire la Russie d'utiliser en fait le réseau bancaire international. Donc si la Russie ne peut plus utiliser ce réseau bancaire, ils devront utiliser et passer par autre chose. Ils vont donc accepter le Bitcoin pour effectuer ces transactions. C'est tout simple, c'est bête et méchant. Et donc le Bitcoin ne pourra pas capituler, ou en tout cas il ne sera pas supprimé puisque la Russie l'acceptera, et les États-Unis feront pareil quand ils se rendront compte que la Russie aura quelques milliers, voire quelques millions de transactions grâce à Bitcoin. Enfin bon, c'est vraiment un cercle qui tend à venir parce que, en fait, les régulateurs sont en train de se mettre une épine dans le pied, les régulateurs américains, je parle, parce que ils sont en train de penser que la crypto-monnaie va s'effondrer, etc. Alors que pas du tout, puisque d'autres pays comme la Russie, qui sont là pour les contrer à chaque fois, eh bien, vont l'accepter. Et donc, par défaut, les États-Unis devront accepter les crypto-monnaies et beaucoup d'autres choses. Et étant donné que les entreprises, les grosses entreprises, sont également à fond dedans, ils ne pourront rien faire. On attaque avec le Bitcoin. Première information, déjà au niveau du RSI, on peut voir que nous avons bien remonté suite au crash autour des 18 points mi-janvier. Là, on a presque touché la zone de surachat, donc effectivement, il y a un petit retracement. Je pense qu'il y aura probablement un pullback. C'est-à-dire que là, nous avons cassé donc les 40 000 $ à la hausse, que nous allons revenir retester sur la zone des 40 000 pour ensuite repartir autour des 53 000. Ça, c'est vraiment le cas idéal.
dans lequel où nous sommes repartis vers une tendance haussière. Dans le cas où nous cassons les 40 000 $, alors ça vient tout simplement continuer ce fameux scénario baissier où nous allons toucher très probablement les 30 000, voire peut-être même les 25 000. Là, dans notre cas, tant qu'on n'a pas cassé les 40 000, on peut dire que nous avons une grosse probabilité de monter comme je viens de le dessiner à l'instant. Pourquoi les 40 000? Parce que on peut voir que nous avons eu quand même un support au niveau de septembre 2021, une résistance au niveau de juillet et encore une résistance au niveau de juin 2021. Et là encore, plus loin, début janvier 2021, on peut voir qu'on a quand même tapé les 40 000 pour ensuite rechuter. Donc c'est vraiment un point pivot sur lequel nous devons nous appuyer pour repartir. Si nous le cassons par le bas, nous ne pourrons rien faire et là ce sera la chute vers des points pour faire du DCA. Maintenant, pourquoi j'envisage un scénario haussier? Parce que même si le MACD est en train de fléchir, donc ça correspond aux quelques jours dans lesquels nous allons passer, puisque on va continuer de baisser tranquillement jusqu'aux 40 000 et faire peur à tout le monde. Là ici au niveau du RSI, on va souffler tranquillement parce que là nous étions bientôt en surachat. Qui dit surachat, il y aura forcément un moment où ça va crash. Donc là, ça souffle tranquillement, on perd un peu de mouvement. Ensuite, si on regarde sur un temps plus long, eh bien dans notre cas, on voit que le MACD en weekly, il est prêt à croiser à la hausse. Donc si les volumes vendeurs sont présents, mais moins sur les semaines qui suivent, à ce moment-là, le MACD pourra croiser dans le vert. Et donc, si le MACD croise dans le vert, ça correspond au scénario où nous faisons le pullback pour repartir à la hausse autour des 53, voire peut-être 55. Donc là, c'est vraiment le scénario idéal, dans le sens où on est actuellement autour des 45, on a vraiment de la marge en weekly, on a des volumes qui sont un peu arrivés, même si là on peut voir que les volumes sont un peu descendants sur les dernières semaines. Je pense que le scénario du pullback aux 40 000 pour repartir est fortement envisagé. Maintenant, il y a également cette épaule tête-épaule dont je vous avais parlé la dernière fois. Je vais vous la redessiner. Là, ici, une épaule, une tête. On vient faire la deuxième épaule. Retoucher, si ça se trouve, les 53 000 pour repartir à la baisse. Et donc là, ce serait vraiment donc le scénario que j'envisage après ce pullback où on repart à la hausse et ensuite on vient casser à la baisse tout ça. Il faut garder en tête, même si nous montons pour le moment, nous pouvons resubir un crash comme nous avons eu sur ces dernières semaines. Là, ce crash là qu'on a vécu, ici on a eu un petit et là on en a encore eu un autre pareil, similaire à celui-ci de 70 000, on est retourné pareil autour des 30 000, eh bien peut-être que nous aurons la même chose, 50 000 et on redescend à 25 000. Pour faire peur à tout le monde, pour sortir tout le monde du train, parce que là, si on redescend à 25 000, je peux vous dire que tout le monde va crier « Le Bitcoin, c'est fini, de toute façon les régulateurs, ils en veulent pas. La Russie, maintenant, elle a dit qu'elle en voulait plus. » Évidemment, parce qu'il y a aussi les informations qui vont sortir à ce moment-là. Hein. Tout est fait pour faire chuter le cours. Souvent, quand on a des grosses chutes comme ça, il y a des petites informations qui sortent de je ne sais où, des fois qui sont même pas vérifiées. Eh bien, le Bitcoin, forcément, il en prend un coup. Puisque c'est comme ça sur le marché traditionnel, quand il y a des informations sur une entreprise qui a un bon chiffre d'affaires, évidemment, le marché va pricer l'entreprise. Et bien là, c'est pareil, si on informe une mauvaise nouvelle, évidemment, le cours va chuter. Donc, on verra d'ici là. Maintenant, il faut garder en tête, sur du court terme, comme je vous l'ai dit, ne pas casser les 40 000 $, et si on ne le casse pas, à ce moment-là, on aura un rebond potentiel. Ce qui est très intéressant, quand on utilise Ishimoku, donc on peut voir que la Tenkan a croisé la Kijun, donc la barre bleue, je ne sais pas si vous la voyez, a croisé la rouge, donc cela veut dire que nous sommes effectivement sur un momentum plutôt haussier. Étonnamment, la Tenkan est en train d'arriver au niveau des 40 000 $. Donc, ça va faire office de support. Il y a vraiment tout qui est lié entre les points que nous avons tapés, que ce soit en termes de résistance ou de support sur les dernières années. Là ici, la Tenkan qui vient s'appuyer sur les 40 000 $. Si nous revenons là, à ce moment-là, là on est bloqué en fait entre le nuage Ishimoku, donc ce nuage-là que vous pouvez voir, et la Tenkan en bleu. Dans notre cas où nous sommes bloqués, ça correspond tout à fait au scénario que je viens d'évoquer. Nous allons nous reposer tranquillement sur la Tenkan pour ensuite rebondir si nous cassons le nuage à la hausse. Et là, je pense très clairement que nous sommes sur une décision importante sur le marché. Parce que là, on a croisé encore le nuage à la hausse en semaine. Donc, comme je vous le disais, il ne fallait pas casser plus bas ce nuage, parce que sinon c'était la porte ouverte aux 25 000. Évidemment, on est remonté, nous n'avons pas atteint les 25 000. Et là, actuellement, c'est pareil. Il faut aller sur le support du nuage, continuer à s'appuyer dessus pour continuer à monter. Je pourrais continuer à vous en parler pendant des heures sur le Bitcoin, mais bon, on va passer une autre crypto-monnaie. Donc là, nous sommes sur le BIFI, je vous en ai quand même parlé dernièrement. Si on vient en journalier, on peut voir
comme je vous l'avais dit, nous avons monté jusqu'à 2400. Ensuite, on a fait une petite correction, on a fait notre pullback et donc on est en train de repartir. Et là, on va bientôt toucher l'ancien ATH, donc l'ancien plus haut, autour des 2600 $. Donc là, si il y a des personnes qui veulent jouer sur ce rebond des 2600, en fait, l'ancien ATH, parce que ces premières bougies, je ne les considère pas forcément comme l'ancienne ATH puisque c'était le listing. Lors du listing, souvent il se passe vraiment n'importe quoi. Ça monte, ça descend, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Là, on peut vraiment voir que c'était le point bloquant autour des 2600. Donc si on casse les 2600, je peux vous dire que là, le Bifi, il va être puissant et fort comme jamais. Maintenant, on a un RSI qui est bientôt en surachat. Donc s'il le fait, c'est maintenant. Autrement, là, c'est sûr qu'on va se prendre une correction parce que après la montée qu'il a eue, on est quand même passé donc de 1000 à 2400. Et encore, je ne vous parle pas du point bas que nous avons fait autour des 600, voire même des 300 $ presque. Donc, il faut vraiment que le cours continue de monter tranquillement avec des volumes parce que sinon, on va se prendre une jambe baissière de moins 30%. Parce que le RSI ne pourra pas continuer éternellement à être au-dessus en zone de surachat. Et un dernier pour la route, je vais vous passer donc Tezos avec son jeton XTZ. Alors là, c'est très drôle puisque je n'étais pas revenu sur le XTZ depuis un bon moment. C'est vrai qu'il y a des fois, je ne regarde pas tous les graphiques. Et donc, ça met un peu de temps avant que le scénario se réalise. Donc là, la preuve, je vous avais dessiné un W potentiel en ayant deux rebonds sur la zone au niveau donc des 2,35 $ pour remonter. Bah là, c'est très clairement ce qui est en train de se passer avec un léger temps de décalage, évidemment. J'ai peut-être été chercher un peu loin, mais en gros, c'est ce qui se passe. Et ça, je n'y ai pas touché. Donc, vous voyez que des fois, quand même, il faut un peu m'écouter. Pas tout le temps, bien sûr, hein, je peux raconter des grosses conneries. En tout cas, ici, on a un RSI qui est pareil. On a de la marge. Même si on a touché la résistance autour des 4,40, on peut voir quand même qu'on a de la marge au niveau du RSI. Le MACD est en train de croiser et de fléchir, mais à tout moment, si on casse cette fameuse résistance autour des 4,40, à ce moment-là, on pourra aller chercher bien plus haut. Donc les premiers points d'appui sont bien sûr au niveau des 5,10. Après, on a un second point autour des 5,70. Donc mettez des ordres un peu avant, peut-être à 5,65. Et après, on peut très vite retourner... parce que si vous regardez bien, hein, une fois qu'on est parti avec le Tezos, on est parti. Donc ça peut très vite remonter autour des 7,50 à peu près. Mais bon, déjà si on arrive autour des 5, 10, puis presque autour des 6, donc déjà 5,60, ce sera pas mal. Le Tezos est très fort, il a un très bon fondamental. Je suis persuadé qu'il va continuer de monter. Il est pérenne dans le temps puisque c'est un projet qui existe depuis quand même 2017. Il a 4 ans derrière lui maintenant. Ça commence à faire pas mal. Ce projet, il est intéressant des fois de le regarder également. Vous pouvez le mettre en stacking. C'est un projet Cocorico également. Enfin, Cocorico, c'est pas français, mais c'est francophone. C'est les Breitman. Vous pouvez toujours vous renseigner sur leur histoire, c'est intéressant. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou un petit commentaire ou à vous abonner. Et je vous dis ciao ciao, bon week-end.